Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour, ici Chantal Gagnon. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Ultra Santé, dont le but premier est de vous partager non seulement l'histoire des proches aidants du Québec, mais également d'explorer le système de la santé en compagnie d'experts du milieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir la réputée docteure Daphné Namiache, qui depuis 2016 est la présidente du conseil d'administration d'Handicap Vie Dignité, en plus d'être fondatrice et présidente d'honneur du Notre-Dame-de-Grâce Community Committee on Elder Abuse et également membre et ancienne présidente du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Bonjour, Dr Namiache. Bienvenue à notre émission. Quel parcours professionnel! Je suis vraiment bouche bée. Comment allez-vous aujourd'hui, Dr Namiache? Ça va très bien, merci. Vraiment excellent. Je suis contente d'être invitée sur ce programme qui est très important, je trouve. Écoutez, c'est tout un honneur pour nous, Dr Namiache. Afin de mieux nous situer dans le temps, parlez-moi de votre parcours professionnel qui est tellement inspirant. Mon parcours était très long d'abord, en bénévolat et aussi dans mon carrière aussi. Ça a commencé très tôt. Je pense, je viens d'Angleterre d'abord. Très bien. J'ai été très inspirée par ma mère, qui avait perdu mon père dans la guerre quand j'avais 6 mois. Et elle, quand même, elle avait un rôle de bénévolat toute sa vie, que je trouvais très inspirant pour une femme qui était seule avec des enfants, etc. Donc, c'est là où ça a commencé. Je pense que je voulais toujours changer le monde. C'était comme si j'étais née ou inspirée par peut-être ma famille. On avait souvent des discussions sur les gens qui n'étaient pas égaux. Ma mère était en charge d'un grand programme éducationnel régional qu'elle a mis sur pied pour les gens et les ouvriers qui n'avaient pas de possibilité, par exemple, d'avoir de l'éducation. Donc, elle m'amenait partout avec elle. Donc, c'est un peu ça qui m'a toujours, je pense, inspiré de faire plus pour les personnes qui n'avaient pas des opportunités. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, je parle plusieurs langues et je travaille dans 3 pays différents. Mon Dieu! J'avais un premier baccalauréat en langue en Angleterre et ensuite j'ai fait un diplôme en administration sociale à l'école de l'Université de Londres en économie. C'est là où j'ai commencé à devenir travailleuse sociale, si vous voulez. Très bien. Et c'était une très bonne expérience. Ensuite, je suis allée tout de suite en Israël. Et là-bas, j'ai eu plusieurs différents travaux en travaillant avec des familles, avec des immigrants, avec toutes sortes de monde, avec des personnes âgées aussi. Oui. Donc, j'avais une expérience très large, je pourrais dire, qui m'a aidé énormément avec des menteurs, non pas menteurs, excusez-moi. Des mentors, oui. Qui aussi m'ont guidé beaucoup. Docteur Namiache, oui. Est-ce que cette vocation des sciences de la santé représentait pour vous la clé qui permettrait de donner le coup d'envoi à cette envie de faire une différence dans la société? Votre but était avant tout de soutenir les personnes victimes de maltraitance? Au début, non. Je peux dire que quand j'étais, mais ce qui est intéressant, quand j'étais à l'école à Londres, oui. Ce qui était intéressant, j'avais un professeur là-bas qui est très connu, c'était probablement le premier
qui a écrit un grand livre en gérontologie. Il s'appelait Peter Townsend. Oui. Et lui, il était mon tuteur, mon mentor aussi, excellent. Oui. Et lui, il était en train de changer tout le système de service en Angleterre dans le temps. Et il nous amenait comme étudiants dans les CHSLD là-bas qui étaient tellement affreux qu'on ne pouvait pas croire que ces genres de conditions existaient. Oui. Et donc, ça m'a donné un intérêt tout de suite. Mais de l'autre côté, après ça, j'ai travaillé pendant quelques années avec des familles. Quand je suis arrivée en Israël, j'ai travaillé avec toute la famille, avec différentes problématiques. Oui. Aussi, on a décidé d'émigrer à Montréal en 67. 67, oui. Et ma première poste là-bas, c'était vraiment dans les services sociaux de Ville-Marie. Maintenant, c'est aujourd'hui Ville-Marie. Dans le temps, c'était services familiaux. Donc, je faisais même des conseils matrimoniaux en plus de... Oh mon Dieu! Je travaille aussi avec les familles aussi très pauvres à Saint-Henri et tout cet environnement, etc., Pointe-Saint-Charles, etc. Donc, ça c'est le début de ma carrière. Et ensuite, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en travail social à l'Université McGill. Et c'est là où j'avais décidé, j'avais un poste à l'hôpital Montréal Général pendant une dizaine d'années. Oui. Et là-bas, j'ai été très chanceuse. J'ai été mis dans le département de médecine familiale. C'était très intéressant. Et c'était le temps où les débuts des CLSI, du développement des CLSI. Oui. Et je travaillais avec le chef du département, c'était un docteur, Spitzer, il s'appelait. Lui et moi et plusieurs autres, on a travaillé vraiment pour développer un CLSI au centre-ville de Montréal qui est devenu le CLSI Métro. Il voulait que je reste avec lui après, mais j'ai décidé, j'ai aimé tellement le concept de CLSI et les possibilités qu'on pouvait avoir de faire des choses très intéressantes. Donc, j'ai été coordinatrice des soins et services à domicile avec une très grande équipe. J'avais une soixantaine de personnes sous mon charge et j'avais aussi un très grand bénévolat. Et aussi, j'ai développé, je pense, la première équipe avec mon chef de travail aussi, ma directrice générale, en gériatrie, psychiatrie, une équipe de psychiatrie à domicile. Donc, maintenant, ils sont partout au Québec, mais le nôtre était le premier modèle, je pense. Et ça m'a donné où est-ce que je suis. Tu vas probablement me demander comment je suis allée travailler dans la question de maltraitance. C'est parce que quand j'ai... mariage, c'était ma prochaine question. Je voulais vraiment que vous m'en parliez. Quel a été l'élément déclencheur, justement, qui vous a amené à vous intéresser à la maltraitance envers les personnes aînées? Quel a été l'élément qui a fait comme je veux vraiment accorder toute l'importance à la maltraitance? Qu'est-ce qui vous a allumé? C'était un journaliste comme vous autres qui m'a emmené là-bas parce qu'un jour, quelqu'un m'avait appelé parce que j'étais un peu connue pour le travail avec les personnes âgées, en général les soins et services à domicile, mais pas pour la maltraitance. Je n'avais jamais entendu la maltraitance à l'égard des personnes âgées. Et quand elle a commencé à me poser des questions, tout de suite, j'ai commencé à observer dans mon équipe, dans le territoire, etc. Sur le terrain. Oui, sur le terrain, exactement. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe? Et j'ai vu que vraiment, on avait plusieurs incidences de maltraitance physique, maltraitance psychologique, maltraitance financière, etc.
Donc, et en plus, et moi, je faisais des visites à domicile avec les membres d'équipe, avec les travailleurs En sociaux. plus, Oui, pour voir comment on pouvait régler les problèmes pour eux. C'est quoi comme exemple? Donc, c'est ça où ça a commencé. J'ai étudié beaucoup quoi faire avec mon équipe, un peu. Et ensuite, j'ai fait beaucoup plus de différents travaux dans ce domaine. Parce que j'étais horrifiée par l'idée que quelqu'un pourrait être violent face à une personne âgée. oui, Je trouvais affreux, la maltraitance, c'est une chose vraiment inimaginable, mais ça existe, oui, mais c'est caché. Les gens effectivement. ne rapportent pas, les gens n'en parlent pas, mais j'ai Non, trouvé que quand on fait les soins à domicile, toujours dans les domiciles des gens, c'est très possible qu'on pourrait observer qu'est-ce qui se passe et on pourrait peut-être prévenir. Donc, c'est là un peu mon cheminement, où j'ai commencé mon cheminement. Ensuite, j'étais là-bas pendant 11 ans, comme quand même. coordinatrice, oui, en soins et services à domicile. J'ai adoré ce poste. Vraiment, ça m'a donné des opportunités fantastiques pour moi et aussi pour les personnes, le personnel. On était très créatifs dans le temps. On pouvait faire, pour moi, il n'y avait pas, je ne peux pas donner un service à quelqu'un. Je trouvais toujours des moyens comment le faire. Et on avait écrit un livre, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Juliette, Georges et les autres, qui est écrit pour moi avec l'aide de mon collègue Frédéric Leiseman. OK. Il travaille à Ouais. l'Université de Montréal. Donc, ça explique un peu l'aspect social du travail qu'on fait, on devrait faire à domicile avec les personnes. Parce que aussi j'avais un grand programme de personnes âgées en termes d'activité Je qui comprends. était, oui, donc, en tout cas, on n'est pas là juste pour parler de ça, mais c'est là où j'ai Non, mais commencé. c'est pas intéressant. C'était Docteur une Nam- nouvelle vision un peu. Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement. dans un CLSC et Oui, comment on peut aider les gens dans tous ces différents aspects sociaux et non pas juste des soins. Parce que, non, exactement. Docteur Namiache, je sais que vous êtes une forte militante, que vous combattez toute discrimination fondée sur l'âge. Vous voulez également mettre fin au mauvais traitement et à la négligence des membres les plus vulnérables de la société. J'aimerais savoir, docteur Namiache, est-ce qu'il y a une différence entre la maltraitance d'avant et celle d'aujourd'hui? Est-ce que la notion de maltraitance est relativement récente? non, la maltraitance était toujours présente il y a des années et des années. C'est peut-être notre sensibilisation Oui, aux problématiques qui est vraiment nouveau. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps uniquement très fort dans la communauté. Donc, vraiment, j'avais beaucoup d'expertise par rapport à la maltraitance oui, qui est faite par les proches aidants, par les autres personnes dont les gens ont confiance en eux, qui viennent leur visiter, faire les oui. achats, leur donner des services, etc., à domicile dans le passé. Est-ce que c'est plus? Non, c'est plus connu à cause de notre sensibilisation, etc., qu'on a fait. Dans les résidences, on savait toujours. Moi, je savais que c'était là parce que j'avais la chance de connaître Joanne Ravinda et Hélène Rumac, Oui, qui étaient Joanne était mon étudiante quand j'étais aussi chargée de cours à l'Université McGill pendant 10 ans aussi. Donc, oui, avec toutes les autres choses que je faisais. Après CLSI Métro. Donc, Joanne et Hélène, ils étaient magnifiques. C'était des bénévoles qui travaillent à Saint-Charles-Borromée. Vous avez entendu peut-être oui, de tout le recours. oui, énormément. Oui, Et, le et, recours. oui, et j'ai toujours travaillé avec eux bénévolement.
un petit peu pour leur rendre du support. J'étais dans chacune des rencontres où ils étaient. Je les rencontrais à peu près une fois par mois pour écouter où ils étaient rendus, qu'est-ce qui se passe. Ouais. J'étais là pour le recours d'action. Chaque fois qu'ils étaient en cours, j'ai vu comment c'est difficile d'abord. Et quand même, ça nous a pris 15 ans, imaginez-vous, de gagner le recours de Charles 15 Barron. ans, mon Dieu. Parce que le système, c'est très difficile d'entrer dans ce système de service. Complexe. C'est plus de complexe. Le système ne veut pas qu'on entre dedans. Donc, il n'y a pas de données, il n'y a pas de recherche. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, de grandes recherches avec des personnes qui étaient victimes de maltraitance dans la communauté. Mais c'était très difficile de faire des projets dans le système parce que les gens ne veulent pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe. La loi de l'Omerta. Etc. C'était compliqué. Et comme j'ai dit, j'ai toujours travaillé avec Joanne et Helen et j'avais énormément d'admiration pour eux parce qu'eux, ils ont dédié toute leur vie à travailler dans cette résidence-là pour aider les personnes qui vraiment ne pouvaient pas, ne pouvaient pas défendre leurs droits eux-mêmes, etc. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses des deux personnes. Ils connaissaient la loi, ils n'avaient pas peur. Parce que beaucoup de travailleurs, par exemple, ils ont peur. Ah oui, absolument. D'être activiste dans le système. Parce que moi, j'étais toujours activiste, mais la plupart des gens ne veulent pas nous joindre parce qu'ils ont peur de perdre leur job. Je comprends, c'est compréhensible. Hein? Quand des choses comme ça, vous dites non à ceci et cela, mais les gens ne veulent pas voir ça. Je comprends. Docteur Namiache, on ne peut pas parler de maltraitance sans penser à la première vague de la COVID, où la désorganisation des services de certains milieux a mené à l'abandon des aînés qui ont été retrouvés souillés, affamés et déshydratés. Que pensez-vous, Dr Namiache, des gestionnaires et des employés qui ont quitté les lieux, les CHSLD, certains CHSLD, en laissant derrière eux ces pauvres aînés? Mais je ne veux pas être le juge parce que je n'étais pas dans la situation. Non, mais de votre point de vue, comment avez-vous vécu ça? Nous, on a travaillé sans arrêt, handicap, vie, dignité, pour dénoncer les choses qu'on voyait. D'abord, ces conditions qui étaient très mauvaises, comme par exemple l'absence de personnel et les conditions du personnel, et aussi les problèmes dans les CHSLD, étaient là longtemps, comme j'ai dit. Bien avant, oui. Bien avant. Depuis au moins une quinzaine d'années. Oh oui, je vous confirme. Et en 2018, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais HVD a avait une grande conférence où on parlait avec plus de 200 personnes sur les conditions. Ça, c'était avant la pandémie. Avant la pandémie. Et on était invité par Marguerite Blais, la ministre des Arts, de lui donner les résultats de la conférence. Parce qu'originalement, on lui avait demandé d'être animatrice de la journée, mais elle est devenue ministre, donc elle n'avait pas le temps, etc. Donc, c'était très réussi cette conférence. Les gens étaient très désolés, ils étaient déprimés de qu'est-ce qui se passe, les conditions dans les CHSLD, etc. Et nous, on avait analysé tout ça et nous avons fait une série on a écrit un document qui s'appelle Recommandations. Oui. Ce document, nous avons mis les problèmes qui existent, tout ça avant la pandémie, et les conséquences et les solutions possibles que le gouvernement pourrait faire, même avec des échéanciers. On a dit, d'abord, il faut faire ceci, après un autre dans les prochains 5 ans, il faut faire
ça et ça et ça. Il y avait une échelle de temps. Oui, exactement. Ce n'était pas juste les CHSLD, on a inclus même les résidences pour personnes âgées, Oui. et aussi les RI, qui sont les réseaux. Oui, les RI, oui. Etc. Les RPA, tout ça. Oui. On avait des recommandations pour tout ce réseau, parce que tout le monde qui habite dans ce réseau, c'est vraiment les soins de long terme, de longue durée. De longue durée. C'est pas 40 jours, en général, les gens vivent là-bas la fin de leur vie, oui. minimalement 3 oui. ans. Il y a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps. Oui. Donc, nous avons envoyé tout ça au ministre et on a eu une couple de rencontres avec Mme Blais et aussi avec ses membres de cabinet aussi pour discuter comment c'était terrible, qu'est-ce qu'on devrait faire et en donner des solutions, comme j'ai dit. Parce que c'est ça que j'aime dans HVD, qu'on donne des solutions aux problèmes. Ce n'est pas juste qu'on décrit les problèmes. Parce que, non, mais il y a des recommandations que vous puissiez émettre. Exactement. Et j'espère, Dr Namiache, que dans ces recommandations, que le proche aidant, que vous allez un jour mettre, et peut-être que vous l'avez déjà fait, un jour mettre en lumière l'apport du proche aidant, parce que je crois que la première vague, que le gouvernement aurait eu tout intérêt à laisser une place de choix au proche aidant. Je pense que ça aurait contribué à amenuiser les pertes de vie. Oh, je suis sûre. Je ne pense pas qu'ils vont faire. C'est tellement dommage. C'est nous qui avons fait une grande pétition. Je ne sais pas si Daniel vous a expliqué, mais on a fait une grande pétition. Et on avait, pendant un mois, on avait déjà 700 signatures des proches aidants. Oui. Sur cette pétition, et c'était envoyé à notre Premier ministre et à tous les cabinets, aussi Daniel McCann. Tout le monde avait vu. Et ça leur a pris un autre, je ne sais pas combien de mois, jusqu'à ce qu'ils ont changé d'avis, mais c'est ça qui a en partie causé le problème, parce qu'ils ne réalisaient pas quand ils ont jeté tout le monde d'une journée à l'autre, imaginez-vous, pour les personnes qui étaient là, et pendant très longtemps, les gens étaient seuls, ils avaient peur, beaucoup de gens sont morts. Et en plus, ils avaient une absence déjà avant de personnel et d'autres qui ont eu la COVID, donc ils étaient malades. Donc, il y avait 10 000, une absence de 10 000 Imaginez. Membres du personnel seulement. Docteur Namiache, merci pour cette belle intervention. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment honorée. J'ai pour vous un hommage. J'ai fait une recherche sur vous et Dieu sait combien il existe. Quand on google le docteur Daphné Namiache, Dieu sait combien il existe d'histoires à votre sujet. Et permettez-moi de vous faire un hommage. Je sais qu'en 2012, docteur Namiache, vous avez reçu la médaille du Jubilé d'or de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, de l'Association canadienne de gérontologie, un prix qui honore la contribution majeure du récipiendaire dans une province ou une communauté du pays. Docteur Namiache, cette médaille doit certainement briller de ses 1000 feux à vos côtés. Soyez-en fiers. Vous êtes un être doté d'une grande bienveillance et la société a besoin de gens comme vous. Votre dévouement, docteur Namiache, n'a d'égal que la grandeur d'âme qui vous caractérise. Je crois sincèrement qu'on a tous besoin d'une Daphné à nos côtés. Votre détermination est sécurisante et nous donne l'espoir que la maltraitance dont sont trop souvent victimes les aînés et les personnes vulnérables s'amenuisera avec le temps. Je porte maintenant dans mon cœur cette belle entrevue que vous m'avez si gentiment accordée, docteur Namiache. Je suis vraiment et sincèrement honorée de vous avoir rencontré et ma mère serait vraiment fière de sa Chantal d'avoir rencontré un être tel que vous. Oh, merci. 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 Mais c'est bien pensé, c'est songé, c'est bien analysé et c'est vraiment ce que je pense de vous. Et je vais me permettre de vous tutoyer en terminant parce que je me sens encore plus près de vous si je vous dis
en toute sincérité. Merci, Daphné. Merci à vous aussi. Et à Daniel, qui m'avait inspiré de le faire, surtout. Et les autres personnes qu'on dessert. C'est ça qui est important. Merci, Daphné. Bien, chers auditeurs, voilà ce qui termine notre émission. Je vous dis à la prochaine et comme je le dis à chaque fois, prenez bien soin de vous. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.